pendant toute la journée. Vous savez que l'on parle de l'Ancien Régime. On n'a jamais pu déterminer quel était le nouveau régime, et le nombre de constitutions qui se sont succédées en France nous prouve amplement que cette question n'a pas encore été résolue. Et c'est celle qu'aujourd'hui nous prétendons résoudre, en tous les cas intellectuellement et en vue de l'avenir. Parce que chacun a bien compris, et vous en êtes tous convaincus ici, puisque vous êtes venus, que nous sommes entrés maintenant dans une crise institutionnelle. Ce que nous écrivions il y a quelques années dans Politique Magazine, en l'annonçant, ou dans la Nouvelle Revue Universelle, se trouve aujourd'hui confirmé, et même les experts politiciens de la politique aérie commencent à s'inquiéter de cette crise institutionnelle. Alors il serait question d'une 6e République, mais je ne pense pas que ce soit ce que vous ayez dans l'esprit, nous non plus. Il s'agit de réfléchir sur ce que pourrait être aujourd'hui un nouveau régime. Et il convient qu'il y ait en France, parce que cette France s'est réveillée au cours des 2 dernières années, qu'il y ait en France des familles, je dis bien des familles, où on réfléchisse sur cette question politique pour ne pas se faire berner une fois encore et se faire ramasser la mise, comme ça s'est produit à chaque fois. Donc, une grande séance pour un nouveau régime. Alors, ne croyez pas que ce soir, si la solution intellectuelle est esquissée, que la solution pratique sera trouvée. Ensuite, il y a à la grâce de Dieu et selon les événements. Je tiens à saluer dans l'assistance la présence, je ne sais s'il est arrivé, de Béatrice Bourges. Je salue évidemment les officiers généraux et supérieurs qui sont dans cette assistance. Je les salue et je suis très content qu'ils soient là. Nous sommes tous très contents qu'ils soient là. Et je salue les autres personnalités qui ne sont pas encore arrivées. Il y aura tout à l'heure le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, il y aura le professeur Tournafond, un certain nombre d'universitaires qui me pardonneront de ne pas les citer, mais je tiens à saluer aussi la présence du président et du vice-président de l'Œillet Blanc, Laurent Bazin-Gessé, et Robert Peloy. Pardonnez-moi si j'oublie quelques personnes, mais je ne vais pas parler de ma propre famille. Enfin, il y a Antoine de Crémier qui s'occupe de la Nouvelle Revue Universelle. Il y a évidemment Christian Franchet-Despéré et Bernard Pascot, qui est le président de la Restauration nationale. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Claude Vallard pour l'ouverture de cette session. Je précise une petite chose, Claude va peut-être le repréciser. Comme il y a beaucoup de choses qui vont être dites, il n'y aura pas trop de temps de questions et même probablement... on n'est pas en démocratie parlementaire. Bonjour à tous. Oui, comme dit Hilaire, nous avons choisi, étant donné la complexité du problème à traiter, la variété et la richesse des interventions, pas moins de 9 orateurs dans la journée, dont l'ordre a été un peu bouleversé. Je remercie tout spécialement la SNCF, mais ça n'a pas d'importance. Nous nous en tirerons quand même. Sachez que les interventions seront axées dans 2 directions, qui ne seront donc pas séparées comme nous l'aurions voulu à cause du retard des trains. La première direction, c'est le constat. Elle est de l'ordre du constat. On explore les symptômes de la maladie dont nous souffrons, nous, les Français, et la France. Et puis les deuxième intervention, vous les distinguerez, c'est les perspectives, des axes de réflexion pour y remédier. La règle du jeu, on en a parlé, c'est donc la diversité et des interventions courtes, nerveuses et musclées, qui ne dépassent pas, si c'est possible, 20 à 25 minutes. Ce qui fait que nous pouvons nous ménager des pauses au cours desquelles vous pourrez faire connaissance de nos partenaires. Alors il y a à ma droite le Rouge et le Noir, qui nous fait l'amitié d'être notre partenaire, avec Thibaut Barbieux. Il y a la Restauration nationale, que la plupart d'entre vous connaissent bien. Il y a bien sûr le Politique Magazine, qui est partie prenante de ce colloque,
et la Nouvelle Revue Universelle qui vous proposeront des publications. Nous aurons, si tout va bien, Jean Sévilla tout à l'heure, au moment de la pause du déjeuner, qui nous prendra la parole un petit moment. Je n'oublie pas la Faute à Rousseau, qui est notre fidèle partenaire dans nos actions, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, avec son représentant François Davin, Laurent Touchag, qui est là également, qui a accepté de venir alors qu'il est très très chargé, puisque demain, il est un des grands organisateurs de la vente de livres de Renaissance catholique. Merci Laurent. Voilà, nous allons donc ensemble réfléchir grâce à nos intervenants qui vont se succéder en deux grandes phases, séparées par le repas de midi. Nous commençons par M. Frédéric Rouvillois, qui est professeur agrégé des facultés de droit, spécialiste dans le droit constitutionnel et le droit public, auteur d'études sur la Constitution de la Ve République, conseiller de la Fondation pour l'innovation politique, c'est toujours vrai? Non? Il fut. Esprit aux curiosités multiples, nous lui devons également des traités sur la politesse et autres usages du monde, et plus récemment un ouvrage intitulé Crime et utopie, nouvelle enquête sur le nazisme. Monsieur Frédéric Rouvillois est un homme de conviction et de civilisation. Et il va nous parler sur le thème, très libre bien sûr pour lui, bien entendu, l'État décapité, l'autorité au plus haut niveau, quel constat? Monsieur le professeur, je vous passe la parole. Merci, cher président. Merci de m'avoir invité à ce passionnant colloque, passionnant et indispensable. Nous ne sommes pas les seuls à nous réunir, comme vous le savez, puisque le 27 novembre dernier a eu lieu la première réunion de la mission lancée par Claude Bartolone, notre bien-aimé président de l'Assemblée nationale. Une mission donc qui réunit des parlementaires et des experts sous la co-direction donc de Claude Bartolone et de l'historien Michel Vinocq, et qui a pour objectif donc de réfléchir aux institutions, à une refonte générale des institutions, et comme s'il y avait un écho finalement entre ce que nous allons dire aujourd'hui et ce que eux disent ou vont dire, figurez-vous que la prochaine réunion, donc, qui a lieu début décembre, si mes informations sont bonnes, sera consacrée à la crise de la République. Bien. Cette crise de la République, ces républicains patentés, naturellement, veulent la résoudre d'une certaine manière. Et pour eux, effectivement, le problème, il est surtout, au fond, dans la domination excessive, estime-t-il, de l'exécutif, dans cette monarchisation qu'ils reprochent à la Ve République. Pratiquement tous sont hostiles donc à la force du pouvoir exécutif. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles M. Retailleau, le sénateur de la Vendée, par ailleurs président du groupe UMP au Sénat, a refusé que les membres de son groupe UMP au Sénat donc, participent à cette mission Claude Bartolone, au motif que dans ce système qui effectivement à beaucoup d'égards va à volo, au fond, l'exécutif, le président de la République, la concentration du pouvoir est à peu près tout ce qui reste. Et au fond, ce débat d'actualité, et ce débat donc entre le président de l'Assemblée nationale d'une part, le président du groupe UMP au Sénat d'autre part, nous laisse entrevoir, me semble-t-il, les données complexes du problème. Un problème que l'on peut envisager également sous la forme d'une grande leçon in vivo d'empirisme organisateur. Et comme la confirmation à beaucoup d'égards, point par point, de certaines intuitions que certains de nos maîtres ont pu avoir et nous transmettre. Deux axes donc, dans mon petit propos, si vous voulez. D'une part, le fait que la Ve République, même si elle vit la domination de l'exécutif
comme une sorte de péché originel, cette Ve République n'en démontre pas moins, à contrario, l'évidente nécessité d'une monarchie, au sens global du terme. Par ailleurs, deuxième point, la Ve République, son histoire, son fonctionnement, démontre en même temps que cette monarchie républicaine, pour reprendre le terme du général de Gaulle, demeure finalement au milieu du gué en restant un pouvoir dépendant et un pouvoir instable. Voilà les deux axes sur lesquels je voudrais vous entretenir quelques instants. Premier point, donc, la Ve République comme monarchie républicaine. Avant même la naissance officielle de la Ve République, donc en octobre 1958, on va reprocher à ce régime à venir, ce régime qui n'existe pas encore, son caractère dictatorial, bonapartiste, c'est le mot qu'utilise par exemple à l'époque Jacques Duclos, le patron du Parti communiste, ou monarchique. C'est ce qui va conduire le général de Gaulle, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais pas son absence de machiavélisme, à se livrer donc à des manœuvres de dissimulation. Dissimulation notamment pour la désignation du chef de l'État. Vous savez qu'en 1958, de Gaulle va renoncer à faire élire le chef de l'État au suffrage universel direct, pour dissimuler finalement ce qu'il veut véritablement faire. Dans ses rapports avec ses ministres, et notamment son Premier ministre, ou encore dans la forme du régime politique, puisqu'on va choisir de faire de la Ve République un régime parlementaire, donc un régime dans lequel, a priori, le chef de l'État n'a qu'un pouvoir relativement restreint, voire purement symbolique. Depuis, ce qu'on note, c'est l'obsession permanente, notamment à gauche, l'obsession permanente qui consiste à critiquer ce président trop puissant. C'est ce qui sera le cas surtout après 1962, c'est-à-dire après qu'on ait décidé donc de faire élire ce président au suffrage universel. Mais même auparavant, Maurice Duverger, célèbre professeur de droit constitutionnel, Maurice Duverger écrit en 1961 un ouvrage qui s'intitule « La Sixième République ». Il pense que la Cinquième ne durera pas et il pense que la Sixième République qui doit lui succéder doit revenir à autre chose, c'est-à-dire à un régime dans lequel le président, le chef de l'État, soit moins puissant. Ça sera ensuite une constante notamment à gauche, et on peut songer par exemple, quelques années plus tard, au coup d'État permanent qui est publié par François Mitterrand. L'idée donc c'est que, au nom de la République, et donc au nom d'un système qui est a priori favorable à la primauté du Parlement, l'abaissement de ce dernier, l'abaissement du Parlement, apparaît anormal, scandaleux, anti-républicain. Alors qu'en réalité, cet abaissement du Parlement correspond à l'évolution générale des systèmes politiques contemporains et, j'y reviendrai tout à l'heure, à la situation normale d'un pouvoir en temps de crise. Quoi qu'il en soit, il y a effectivement, depuis pratiquement le début, comme j'essaie de vous le dire, une espèce de malaise, une espèce de honte des républicains face à ce système qui, parce qu'il donne trop de pouvoir au chef de l'État, leur paraît peu républicain. Et le résultat, c'est la permanence d'un discours sur l'urgence d'une restauration du Parlement. C'est ce que, concrètement, on va constater, par exemple, avec la révision constitutionnelle instituée par Jacques Chirac en 1995, ou encore par le débat sur l'avenir des institutions organisé à l'Assemblée nationale en 2000. C'est également ce que l'on retrouve dans la révision Sarkozy de 2008, qui se présente comme un rééquilibrage des pouvoirs. Rééquilibrage des pouvoirs, autrement dit,
restaurer le Parlement et donc réduire l'exécutif. Le mal, dans cette vision républicaine des choses, c'est l'exécutif fort, et le bien, c'est un Parlement qui serait restauré dans ses prérogatives normales et naturelles, avec une idéalisation invraisemblable de la 4e République. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'entendais Laurent Wauquiez, qui, à certains égards, n'est pas forcément tout à fait stupide, Laurent Wauquiez, qui donc, à propos de la mort de Jacques Barrot, son prédécesseur à l'Assemblée, se livrait à une sorte d'idéalisation de la 4e République, un petit peu comme les Romains du Bas Empire idéalisaient la République romaine. Bref, voilà. Au fond, le propos républicain, je dirais pratiquement depuis le début de la 5e République, c'est comment s'en débarrasser. C'est comment surmonter cette honte, comment faire en sorte de décapiter l'État. C'est un comble. Cette attitude, je répète, correspond à une logique et à une tradition qu'on appelle la tradition républicaine. Une tradition méfiante à l'égard de toute incarnation du pouvoir, laquelle renverrait irrésistiblement à la figure du roi. Pourtant, cette situation apparaît aberrante. Aberrante notamment si l'on considère que la 5e République a précisément été conçue par le général de Gaulle, par Michel Debré, comme une sorte de mixte. Autrement dit, comme la combinaison d'une république et d'une monarchie. De Gaulle, je vous le disais, a fréquemment utilisé le terme de monarchie républicaine. Mais au fond, cette attitude, cette tradition républicaine apparaît d'autant plus aberrante que, très clairement, si vous voulez, la dimension monarchique de la 5e apparaît non seulement comme une amélioration par rapport aux solutions précédentes, mais comme une solution inévitable, indispensable. Une solution meilleure par rapport aux républiques précédentes. L'un des grands malheurs de la politique, c'est qu'on oublie les choses. On oublie les choses. C'est précisément ce qui rend si compliqué la mise en œuvre de cet empirisme organisateur que nous évoquions tout à l'heure. On oublie les choses, et sur ce plan, on oublie par exemple à quel point la 4e République a été calamiteuse. La 4e République, c'est-à-dire en fait, fondamentalement, l'absence de tête à l'État. Ou leur trop grand nombre, ce qui revient d'ailleurs exactement au même. J'ai écrit il y a quelques mois un article sur le président René Coty et ses présidents du Conseil. Et le résultat des cours, c'est absolument affolant, si vous voulez. Les présidents du Conseil de Coty, c'est Laniel, Mendès France, Edgar Faure, Guy Mollet, Bourgès-Monory, Félix Gaillard et enfin le général de Gaulle. Nous avons à l'époque, sous la 4e République, des gouvernements qui durent en moyenne moins de 6 mois. Moins de 6 mois. Vous vous rendez compte ? Même en période normale, c'est impossible. Impossible qu'on puisse lancer une politique, impossible que l'on puisse prendre des décisions, impossible que l'on puisse prévoir quoi que ce soit. Si gouverner, c'est prévoir, ce système-là est un système strictement aberrant. D'autant plus qu'entre tous ces personnages-là, alors il y en a qui sont très très mineurs, mais il y en a quand même qui sont de vrais hommes d'État en un sens, et qui ont des visions, qui avaient des visions totalement différentes et opposées les unes aux autres. Quand on songe que René Coty donc, est resté président entre 53 et 58, vous voyez, ça ne fait pas très très long pour avoir tous ces personnages-là au pouvoir. Bref, des visions, des ambitions, des capacités différentes. Le résultat, c'est que la France, évidemment, est la première à en pâtir. La France qui va s'avérer incapable de gérer de manière rationnelle les crises innombrables liées notamment à la décolonisation. La 5e République, elle, part du principe inverse, de l'idée selon laquelle il faut une tête à l'État et une seule. Il ne faut pas de diarchie au sommet de l'État, répète de Gaulle. Il faut une unité du commandement et une concentration du pouvoir. Et de fait,
celle-ci procure une amélioration indiscutable. Indiscutable, et ici, je renvoie à quelque chose que certains d'entre vous connaissent, qui est un petit livre paru quelques années avant la Première Guerre mondiale, que l'Action française de l'époque avait salué, le livre de Marcel Samba, qui s'intitule « Faites la paix, sinon faites un roi ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que nous explique Marcel Samba, et qui de ce point de vue-là, comme sur d'autres d'ailleurs, était tout à fait intelligent. Marcel Samba explique que l'absence d'une concentration du pouvoir, l'absence de monarchie, et donc la prédominance du Parlement, ne sont possibles et supportables qu'en temps de paix. Autrement dit, en l'absence d'une crise importante, comme c'est le cas de la France, grosso modo, entre 1871 et 1914. En revanche, dès lors qu'il y a la guerre, au sens large du terme, alors il faut un roi, au sens large du terme également. C'est-à-dire un pouvoir concentré, un pouvoir qui peut assumer seul, rapidement, les décisions nécessaires. L'intuition de Marcel Samba, on peut noter qu'elle ne se limite pas à la France. J'apprends à mes étudiants à l'université que cette réalité permet d'expliquer, par exemple, et de relire entièrement l'histoire des États-Unis. Les États-Unis qui sont dominés par le Congrès, autrement dit par le Parlement, au XIXe siècle, à l'époque où les États-Unis sont un pays neutre, mais qui va être inévitablement dominé par le président impérial, comme on dira même, à partir du début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir de la guerre contre les Espagnols en 1898, puis l'entrée dans la guerre mondiale, puis la crise économique de 29, puis la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Lorsqu'il y a des crises, lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des difficultés, il est impossible, techniquement, que l'exécutif ne l'emporte pas. Il est impossible que le pouvoir ne soit pas concentré, et s'il ne l'était pas, eh bien, on irait droit à l'échec et à la défaite. C'est quelque chose de parfaitement mécanique. Au-delà même, on constate que la guerre transforme en roi quelqu'un qui ne l'est pas du tout ou très peu, comme notre président normal, François Hollande, est devenu un petit peu une sorte de président sérieux, une sorte de monarque, avec l'affaire du Mali, ou en un sens, comme Giscard d'Estaing avait pu l'être à d'autres époques, ou Nicolas Sarkozy à d'autres également. Bref, en définitive, on n'a pas le choix, et c'est ça qu'il faut noter. On n'a pas le choix, à notre époque, qui est une époque de crise, de guerre incessante, etc., la monarchie, la concentration du pouvoir, est la seule solution possible. Et on peut noter, à cet égard, qu'aucun grand pays contemporain n'échappe à cette concentration du pouvoir. Aucun grand pays n'échappe à cette concentration et à cette personnalisation du pouvoir. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Grande-Bretagne, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas dans tous les pays importants. Et c'est précisément cela que l'on veut remettre en cause. Voilà, un premier élément donc, de réflexion. Deuxième point sur lequel je voudrais insister quelques instants, le fait que cette monarchie républicaine que la Ve République a voulu établir est, quoi qu'il en soit, une monarchie insuffisante. Le problème de cette monarchie républicaine, et c'est ce qui conduit justement certains à lui reprocher son caractère monarchique, alors que c'est au contraire ce qui l'a fait tenir debout. Le problème de cette monarchie républicaine, c'est qu'elle est insuffisante, qu'elle se décapite elle-même, pour reprendre l'intitulé donc, de l'intervention, elle se décapite elle-même pour des raisons qui sont à la fois conjoncturelles et structurelles. Des raisons conjoncturelles d'abord, et ici on songe, mais on pourrait songer à d'autres choses, on songe à un phénomène dont rien ne dit qui ne reviendra pas, qui est la cohabitation. La cohabitation, vous vous
qu'est-ce que c'est? Nous avons vécu entre 86 et 88, entre 93 et 95, entre 97 et 2002. La cohabitation, c'est la coexistence d'un président d'une certaine tendance politique et d'une majorité à l'Assemblée nationale, élue postérieurement au président, d'une tendance opposée. Le résultat, c'est que eh bien, le président se trouve en quelque sorte coincé et on assiste à ce qu'on peut appeler une sorte de retour aux origines, un retour en tout cas à une version très républicaine, très parlementaire du régime, un régime qui se trouve dominé alors par le Premier ministre, appuyé par la majorité de l'Assemblée. Le régime des partis, plus le parlementarisme dans ce qu'il a de pire, c'est très exactement ce à quoi nous condamne la cohabitation. La fonction présidentielle, de son côté, se trouve réduite à un rôle arbitral, on va dire, mais le président, en revanche, perd toutes les prérogatives qui résultent de l'usage et de la pratique. Bref, le résultat, c'est un pharaon enchaîné, quand c'est François Mitterrand, ou un roi fainéant, quand c'est Jacques Chirac. Notons que parmi les membres de la mission Barthelone, que j'évoquais en introduction, nous avons plusieurs admirateurs inconditionnels de la cohabitation, qui pour eux est une sorte de... voilà, ce vers quoi il faudrait tendre, c'est un comble tout de même, notamment l'une de mes collègues, je dirais pas bien aimée, mais Madame Coindé, qui est professeur à Lyon, qui est maintenant à Paris, et qui n'a cessé, pendant toute sa carrière, de sortir des ouvrages en disant que la cohabitation, c'était vraiment merveilleux. Raison conjoncturelle, donc, à cette décapitation inévitable et permanente de cette monarchie républicaine. Raison structurelle également. On peut éviter la cohabitation, à la rigueur. On ne peut, en revanche, échapper aux vices structurels de cette monarchie républicaine. Et ces vices, nous les connaissons, c'est la dépendance et l'instabilité. La dépendance, tout d'abord, l'un des intérêts déterminants de la monarchie, c'est l'indépendance de principe du monarque qui peut ainsi ne considérer que l'intérêt national. Alors, j'ai pris des précautions oratoires, naturellement. Nous savons bien que dans l'histoire de France, certains monarques n'ont pas été très strictement indépendants à l'égard de considérations qui n'étaient pas strictement liées elles-mêmes à l'intérêt national, mais en tout cas, il y a une possibilité, il y a une ouverture. Une ouverture qui n'existe pas, en revanche, qui ne peut exister dans cette monarchie républicaine que nous subissons depuis 1958. Notons pourtant que tel était le rêve du général de Gaulle. Nous ne nous voilons pas les yeux, de Gaulle est maurassien jusqu'à 50 ans. Hein. Et généralement, quand à 50 ans on a des convictions politiques, même si ensuite on évolue un peu, a priori on reste quand même marqué par ce qu'on a lu et cru. Et de Gaulle pense par exemple, on a des textes très clairs, hein, il pense par exemple qu'un président qui serait élu par le peuple, un président élu au suffrage universel, dit-il, pourrait être un syndicaliste, un artiste, un grand savant, un militaire à succès, totalement indépendant des partis. Par ailleurs, de Gaulle estime également que... j'ai quasiment fini. De Gaulle estime également que ce président élu au suffrage universel pourrait ne pas se soumettre aux sondages, aux fluctuations de l'opinion publique, tout en ne restant en place que s'il conserve la confiance des Français. La réalité, nous le savons, est radicalement différente. Radicalement différente d'abord parce que le président, sous la Ve République, va être évidemment dépendant des partis. De Gaulle, d'ailleurs, va le subir de plein fouet en 1965, lorsqu'il se présente à nouveau à l'élection présidentielle. Il veut se présenter tout seul, il ne veut pas l'appui des partis politiques, et le résultat, c'est qu'il est mis en ballottage et qu'il est obligé de faire rapidement marche arrière pour être finalement élu en décembre 1965.
Et depuis, naturellement, les choses, comme vous le savez, n'ont fait que croître et embellir. Et naturellement, tout ce qui se passe à l'heure actuelle autour de Nicolas Sarkozy et de l'UMP, comment devenir président? Réponse, en étant président du parti. Tout ce qui se passe également autour de François Hollande et des perspectives d'une éventuelle primaire qui permettrait à d'autres au sein du Parti socialiste de monter en puissance et finalement de prendre sa place comme candidat officiel du parti, nous montre bien que voilà, il y a une perméabilité absolue entre finalement la fonction présidentielle et la dimension partisane. Autre dépendance inéluctable et inévitable, la question de l'électoralisme, la logique de la Ve République. La logique de la Ve République, c'était un président responsable, mais au-dessus finalement des fluctuations de l'opinion. La réalité, elle va exactement en sens inverse, et elle nous renvoie, par exemple, à ce que disait Tocqueville, qui expliquait que, au fond, un président qui peut être réélu ne songe qu'à cela et y consacre l'essentiel de son temps et de son énergie. Le président, donc, est totalement dépendant à la fois du parti d'où il vient et de l'électorat dont il pense qu'il pourra assurer sa réélection ou celle de ses successeurs. Dépendance et instabilité, ici j'abrège évidemment, mais l'instabilité, elle tient à la fois aux limites du mandat présidentiel. Depuis 2000, vous le savez, on est passé de 7 à 5 ans. Par ailleurs, depuis 2008, on est passé d'un mandat renouvelable à un mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois. Au total, on a évidemment une durée qui est incontestablement trop courte, notamment s'il s'agit de faire des réformes importantes. Et à ce propos, par exemple, on peut songer évidemment à cette grotesque palinodie autour de la régionalisation à laquelle nous avons assisté ces jours derniers. À cet égard, notons que Michel Debré, donc le principal artisan, on va dire, de la Constitution de 58, Michel Debré souhaitait un mandat présidentiel de 12 ans, et il le souhaitait au motif que, disait-il, c'était la durée normale du règne des monarques dans les pays d'Europe. Limite liée à la durée du mandat, limite enfin liée au changement de cap. On pourrait se dire qu'à la rigueur, si un président pendant 5 ans faisait la même politique, à la rigueur ça pourrait aller, mais c'est même pas le cas. Et là encore, si vous voulez, la politique au doigt mouillé, comme on dit, la politique au doigt mouillé que mènent habituellement les présidents de la République française pour être en accord avec les sondages et pour éviter de tomber trop bas dans ces derniers, même si au fond il n'y a aucune conséquence institutionnelle, eh bien, font que voilà, on a une politique de gribouille, une politique qui va dans un sens, puis dans un autre encore, sans que l'on puisse avoir finalement une stabilité politique d'aucun ordre. Au total, donc, un système qui nous amène évidemment à réfléchir, nous amène à songer à ce que pourraient être les solutions, mais un régime qui, pour l'instant, n'est qu'une réponse brouillonne aux problèmes gravissimes qui sont ceux de la France. Je vous remercie. Monsieur le professeur, vous nous avez montré de manière très claire et merci, très concise aussi, les vices, les difficultés qu'éprouve la République à la française de se maintenir. J'en retiendrai 3. L'idéalisation du parlementarisme, qui est complètement récurrente, l'aliénation du pouvoir exécutif, notamment avec son extension et cette manie de la cohabitation, et l'électoralisme, l'esclavage des échéances électorales, qui aboutit à une versatilité dont nous souffrons tous. Et puis, phénomène extrêmement ironique de l'histoire, la République
qui se décapite elle-même. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, nous allons maintenant accueillir Maître Jacques Trémollet de Villers. Je crois que nous sommes très nombreux dans cette salle à connaître Maître Jacques Trémollet de Villers, avocat pénaliste très connu, disciple convaincu de Jean Housset, qui était le fondateur de la Cité catholique. Et Jacques Trémollet de Villers a dirigé pendant de longues années le mouvement Ictus, qui est issu de la spiritualité et des conceptions politiques de Jean Housset. Maître Jacques Trémollet de Villers donne des chroniques régulières à Politique Magazine, à la Nouvelle Revue Universelle. Il fait partie du Cercle Vauban, pour lequel il prépare une plaquette sur la justice en France. Donc, Maître, vous allez nous parler de la justice en France, avec un bilan qui peut-être ne sera pas entièrement satisfaisant, et bien sûr des perspectives. Je vous passe la parole. Merci. Et merci de m'avoir invité à parler de cette question. Merci de bien vouloir m'arrêter quand il le faudra, parce que quand on donne la parole à un avocat, on ne sait pas où on s'embarque. Et puis, merci aussi à vous alors d'écouter ce constat qui, comme vous l'avez intitulé, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, mais j'adhère au titre que vous m'avez donné, La justice à la dérive. Et je suis aussi très heureux de ce que mon propos ait été retardé dans le temps et qu'il passe après celui du professeur Rouvillois, parce qu'en fait, il a fait une excellente introduction au problème de la justice, puisque c'est le problème de l'État décapité. Mais pour parler de façon très simple et très immédiate, dans quelques jours, le 10 décembre, si vous allez vers la République, la place, bien sûr, vous verrez 20 000 ou 30 000 avocats en robe en train de défiler, ce qui est une première dans notre histoire, d'abord parce que c'est une première fois que nous sommes 30 000 avocats, et ensuite parce que nous n'avons pas tellement l'habitude de défiler, et non plus de défiler en robe. Bon. Et donc défiler, et ce sont les avocats en colère, comme quelques jours les patrons étaient en colère, enfin tout le monde est en colère dans le pays, et les avocats sont en colère parce qu'on est en train de démolir de façon très profonde, par les lois que nous prépare M. Macron, pas par les lois, pardon, par les ordonnances que prépare M. Macron, nous sommes en train de démolir la profession d'avocat. Alors le barreau de Paris est plus réservé parce qu'il pense qu'il peut s'en tirer, mais les barreaux de province sont furieux. Il se trouve que dans cet aspect un petit peu surréaliste des avocats qui défilent en robe, le garde des Sceaux est plutôt du côté des avocats. Mais le garde des Sceaux, qui a une belle pugnacité de parole, est en même temps complètement démuni face au ministre de l'économie et des finances. Et c'est la première chose qu'il faut savoir dans notre pays, c'est que le budget de la justice chez nous, c'est 0,19% du PIB. C'est-à-dire que c'est la moitié à peu près de tout ce que les États européens consacrent à la justice. Nous sommes le 37e dans les pays européens, le 37e État qui donne une place à la justice. Et tout à l'heure, j'écoutais le professeur Rouvillois nous parler du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Et vous vous souvenez que dans les cours que vous avez eus, même dans le secondaire, on disait que la célèbre distinction que Montesquieu avait établie entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, une banalité qui d'ailleurs à mon sens ne correspond à rien, mais enfin ça fait rien, c'est quelque chose qui est quand même constamment répété. Eh bien en France, le pouvoir judiciaire est l'immense oublié de la vie politique et de l'ordre politique depuis la fin des systèmes à connotation fortement monarchique. C'est-à-dire que le dernier qui s'en soit vraiment occupé, c'est Napoléon III. Vous n'avez qu'à le voir, ça se voit dans les monuments, vous avez qu'à voir les monuments, les palais de justice de Napoléon III, c'est la justice triomphante. Bon. Un peu bourgeoise,
un peu, enfin, il est tas de caractères qu'on peut ridiculiser, mais c'est la justice dont on s'occupe, dont l'État s'occupe, et qui est importante aux yeux de l'État, aux yeux du prince. Ensuite, ça va comme ça en dégradant. Et là, les deux dernières choses que nous avons connues, nous, c'est l'ordonnance de 1958 qui a été fabriquée par Michel Debré, qui a fait la grande réforme de la justice, réforme d'ailleurs dès ce moment-là absolument catastrophique, parce que c'était une réforme d'un jacobin centraliste et qui n'avait pas du tout le sens de ce qu'était la réalité même de la vie judiciaire française. Et la seconde, qui n'a pas la même ampleur que celle du général de Gaulle, celle de Rachida Dati, enfin elle a des yeux plus tendres que ceux du général de Gaulle, mais enfin, en dehors de ça, c'était... Et la pauvre qui n'est pas grand-chose, sauf qu'elle a aggravé considérablement ce que Michel Debré avait déjà fait de mal. Bon. Avec la même vision, ou l'absence de vision, de ce qu'est la réalité de la vie judiciaire française, parce que ceux qui ont pondu et la première et la seconde ordonnance, et ceux qui vont pondre la troisième, là en ce moment, M. Macron qui la prépare, ne connaissent pas la vie judiciaire française parce que ça ne les intéresse pas. Parce que personne ne s'y intéresse depuis que celui qui était le grand juge et d'où dépendaient les autres juges s'y intéressaient véritablement. Tout à l'heure, j'entendais le professeur Auvillois dire que dans un état de guerre, dans une situation de guerre, il fallait absolument un roi. Je dirais, d'une façon qui n'est pas opposée, mais qui est complémentaire, que notre histoire nous dit que pour une situation de paix, c'est-à-dire une situation de justice et de sociabilité dans le pays, c'est-à-dire une situation où les particuliers, lorsqu'ils ont besoin de régler des différends entre eux, ne sont pas réduits à la vengeance privée, à l'affrontement sur le champ, ou au système que, dans mon île maternelle, je connais bien et qui a ses vertus, mais qui n'est pas le modèle du système judiciaire, sauf qu'il est plus expéditif. Bon. Mais on arrive tout de suite à la conclusion. Mais on n'a pas complètement la maîtrise non plus. Et donc, si on veut éviter la vendetta permanente, ou le règlement entre bandes, ce que nous connaissons dans ce qu'on appelle les zones de non-droit, enfin c'est surtout les zones de non-justice. Bon. Si on veut éviter cela, il faut un pouvoir judiciaire, il faut une autorité judiciaire. Et cette autorité judiciaire, il faut qu'elle soit greffée sur quelque chose, hantée sur une réalité qui est double. Et dont nous verrons maintenant, c'est mon propos, qu'il en reste des petits morceaux, mais qu'il manque la plus grande partie. Donc mépris, première caractéristique, et c'est extrêmement importante, mépris de nos systèmes, de notre système politique, mépris souverain, mépris abyssal pour la justice, 0,19% du PIB, 37e pays en Europe à s'intéresser à la justice. Ça ne nous intéresse pas, ça n'intéresse pas le budget qui dit tout. Vous savez que dans le dernier budget, le seul qui ait été véritablement en hausse, c'est celui de l'éducation nationale, qui a gagné 1 milliard d'euros. Madame, notre Najat Vallaud-Belkacem, a félicité son prédécesseur, M. Hamon, d'avoir réussi cela. Je crois que celui de la santé doit aussi être en hausse, forcément, parce qu'il faut toujours en rajouter. Deux fonctions qui ne sont pas des fonctions d'État. Fonction d'éducation et la fonction de la santé ne sont pas des fonctions d'État. En revanche, les fonctions d'État, je ne parle pas de l'armée qui est réduite qui tiendrait tout entière dans le grand stade de France, bon, et la justice, qui alors là, on dit qu'il y a 80 000 militaires aujourd'hui, je crois, enfin vraiment opérationnels, donc c'est à peu près ça, ils ont réduit à ça. Ben nous, on est 8 000 magistrats. 8 000 magistrats en France. Et on dit que la justice est extrêmement lente. Et il faudrait trouver des moyens pour accélérer la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, un procès civil, en France, la moyenne, c'est 564 jours, il y a pratiquement 2 ans. Sous Louis XIV, c'était 6 mois, tout compris, délai de recours compris, exécution comprise. Car le roi disait, au-delà, c'est plus de la justice. Si on attend plus de 6 mois, alors il y en a qui sont arrivés à faire 30 ans, c'est vrai, parce qu'il y a des avocats quand même qui savent entretenir le fonds de commerce. Mais hormis ces cas
tout à fait scandaleux que Saint-Yves condamnait de façon définitive. Bon. Hormis ces cas, le rythme habituel était celui-là. Mais il est vrai aussi que lorsque le roi prend ses fonctions en 1661, il écrit, enfin après il écrit à son fils lorsqu'il lui raconte sa prise de fonction, la justice, qui était l'institution qui devait réformer toutes les autres, était la première à devoir être réformée. Ce qui fait que ça nous ramène à la formule classique que nous connaissons tous par cœur, mais qu'il faut toujours se répéter, de Jacques Bainville, tout a toujours très mal marché. Et si tout a toujours très mal marché, parmi ce tout qui a très mal marché, la justice est ce qui a toujours encore plus mal marché. C'est l'institution la plus difficile et la plus nécessaire en même temps. La plus difficile à bien conduire et la plus nécessaire en même temps. Parce qu'elle se reconstitue comme de façon naturelle et spontanée, parce qu'on en a toujours besoin. Si vous voulez savoir ce qu'est dans son essence même la justice, regardez les westerns. C'est là où on voit, regardez les Lucky Luke, regardez, vous savez, c'est là où on voit vraiment qu'il y a un moment où on a besoin d'avoir quelqu'un, le shérif, on va lui dire, regarde, qui est juste, qui a le droit, qui a droit à la récompense et qui a droit au coup de revolver. Voilà, donc il faut quelqu'un. Et spontanément, on revient à cette nécessité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui encore, le système tient à peu près. Il continue sur une vitesse acquise, mais il continue, et le terme que vous avez trouvé, à la dérive, est excellent, il continue à la dérive. Il n'a pas d'endroit, il n'a ni d'encre, ni de boussole. Il ne sait plus où il va. Mais il continue quand même parce que vous avez une difficulté, et vous dites, je vais voir un avocat, et l'avocat ne va pas vous dire, écoutez, cher monsieur, chère madame, il n'y a plus de justice dans notre monde. Alors rentrez chez vous, vous voyez quelqu'un qui, pour 2000 €, peut vous régler la question. Mais en allant dans la banlieue ouest, non pas dans la banlieue ouest, pardon, dans la banlieue nord. La banlieue ouest, c'est 20 000 €. Mais si il vous dit, mais non, on va essayer. Et on va donc saisir celui qui va nous donner la solution, qui est le juge. Et on y va. Et le juge, obligé de donner la solution, parce qu'il est saisi de ça et parce que c'est son métier, va essayer de la donner. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui en France, et j'espère encore pour longtemps, le système judiciaire continue à fonctionner mal, très mal, parce qu'après vous allez revenir et vous allez dire à votre avocat, mais enfin il faut attendre 2 ans pour quelque chose qui est aussi important. Je dis, oh, madame, si vous attendez 2 ans, monsieur, si vous attendez 2 ans, vous avez déjà de la chance. Si vous en tirez à 4 ans, ce sera pas mal. Si vous en tirez à 7 ans, ce sera encore mieux. Ce qui fait que quand l'avocat prend de l'âge aussi, de temps en temps, il dit, en regardant son cabinet, mais je ne vois plus arriver d'affaires civiles, ce que me disait mon père, qui avait fini à 85 ans sa vie professionnelle, et qui vers 80, 81 ans me disait, mais enfin, est-ce que j'ai vraiment baissé pour que les gens ne viennent plus me voir? Il faut que les gens, ils calculent, et ils disent, ça va durer 5-6 ans, donc dans 5-6 ans, je ne sais pas où il sera. Bon, donc, on est dans des calculs qui sont déraisonnables, et profondément déraisonnables, mais qui sont dans un monde où, soi-disant, tout va beaucoup plus vite. Parce qu'au temps de Louis XIV, quand on mettait 6 mois, on faisait les justices à la plume. Et on mettait tout le paquet là, des documents dans le sac. C'est pour ça qu'on dit l'affaire est dans le sac. Hop, on mettait dans le sac, et l'affaire était dans le sac, et elle était conclue. Mais il fallait quand même les faire à la plume, et il n'y avait pas de photocopieuse, et il n'y avait pas d'Internet. Maintenant, c'est entièrement dématérialisé. Nous avons reçu, tenez-vous bien, vous savez peut-être pas, il n'y a plus d'audience physique maintenant. Nous avons appris, les audiences physiques sont terminées. Tac, tout est par Internet. Alors, de temps en temps, on dit, on va quand même peut-être se rencontrer et s'expliquer. Oui, le moins possible, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Bon. Et donc, mais malgré cela, malgré cette extraordinaire rapidité et cette extraordinaire instantanéité et cette extraordinaire économie, eh ben, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Parce qu'il manque du monde. Et parce que aussi, et c'est là où j'en arrive presque à la fin, parce que aussi la justice nécessite ce que l'exemple historique nous dit, et ça il faut le garder très fort dans notre imaginaire en même temps que dans notre conscience, c'est-à-dire
domaine du rêve et dans le domaine également de la raison la plus droite, la plus expérimentale, le contact direct avec le juge. Le modèle, pour nous, de la France, évidemment, c'est Saint-Louis. Saint-Louis rendant la justice à Vincennes sous son chêne. On dit, oh, image d'Épinal. Pas du tout, pas du tout. Avec les plaies de la porte, c'est-à-dire ils viennent et, évidemment, pas les 60 millions, enfin, ils n'étaient pas 60 millions à l'époque, pas tous les sujets. Bon, il y a quand même des filtres, il y a quand même des tris. Mais il faut que pour les cas difficiles, il faut qu'en définitive, même accompagné d'un avocat, peut-être, mais de toutes les façons, celui qui a à se plaindre puisse aller voir le juge et, comme dans l'Évangile, lui tirer la manche en lui disant « Rends-moi ma justice, rends-moi ma justice ». Et cela, c'est notre tradition judiciaire, mais c'est la réalité même de la vie judiciaire depuis le début de l'humanité, depuis qu'on a eu besoin de juges. Et nous l'avions, en France, incarné dans la tradition capétienne, qui, vous le savez, a fait sa force, son autorité, sur la qualité de la justice qu'elle rendait, puisqu'elle a appréhendé les justices seigneuriales, les justices locales, les justices féodales, par droit d'appel, et qu'on se disait, oui, mais quand le seigneur nous a mal rendu la justice, quand le bourgeois nous a mal rendu la justice, quand l'échevin du coin nous a mal rendu la justice, on peut faire appel à la cour royale. Et là, on a une garantie. Même la justice cléricale. Surtout la justice cléricale. On peut faire appel à la justice royale, et là, on est sûr. Ou du moins, c'est là qu'on est à peu près le moins incertain. Et au bout, on peut aller devant celui qui est le grand juge et qui est le roi. Cette mentalité-là, elle est toujours présente. Vous-même, chacun de vous, si vous avez épuisé tous les recours, vous allez aller voir votre... Et vous avez tout perdu comme dans le destin de Daumier, perdu, monsieur, perdu sur tous les points. Eh bien, vous allez avoir votre avocat et vous allez lui dire « J'écris au président de la République ». Écrivez au président de la République. Le président de la République vous répondra qu'il n'intervient pas dans les domaines judiciaires. Vous savez, on le sait d'ailleurs, puisque M. Jouillet avait déjeuné avec M. Fillon, et puis avec un troisième pour voir si... comment on pouvait faire pour fusiller un coup à la Strauss-Kahn, quoi, mais d'une autre façon, quoi. Comment on pouvait fusiller Sarkozy, et fusiller judiciairement, parce que maintenant on fusille que de cette façon. Mais enfin, c'est une bonne façon. Eh bien, le président dit souverain, moi je n'interviens pas, comment moi, un président normal qui interviendrait dans la justice. Menteur. Mais enfin, mais tout le monde ment. Bon. Et c'est vrai que dans notre système aujourd'hui, l'intervention de l'exécutif, enfin, j'aime pas l'exécutif, l'intervention du chef de l'État au sujet de la justice est une intervention qui est une basse intervention. Mais que la présence et l'autorité du chef de l'État, en tant que, comme dit la Constitution de la Ve République, gardien de l'indépendance de la justice, on ne la voit jamais. Et à tel point qu'il est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature et il ne siège jamais au Conseil supérieur de la magistrature. Il estime même de son devoir de ne pas juger, de ne pas siéger. Parce qu'il ne sait plus, ou il ne sait pas, quelle est sa fonction, quelle est cette fonction qui fait que le justiciable doit pouvoir, en fin de course, non pas remonter à la Cour européenne des droits de l'homme, dont il ne sait pas ce qui sortira, mais remonter à quelqu'un de chair et d'os, qui est, par définition, par nature, par histoire, ou par grâce, ou par tous réunis, le juge. Car l'autorité de chaque juge, jusqu'au plus humble, devant le tribunal d'instance, justice de paix, justice de proximité, cette autorité-là est toujours une autorité déléguée. Elle n'est jamais l'autorité du juge. Elle est l'autorité que le juge a reçue. C'est très bien dit dans l'Évangile. En général, les choses de l'Évangile sont très bien dites. Mais lorsque Jésus comparaît devant Pilate, qui est le juge, et qui lui dit « Tu ne me réponds pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le droit de te relâcher et de te condamner ?» Ce qui, à la romaine, est la définition la plus parfaite de la fonction du juge. Pilate est un vrai juge, qui va dévoyer sa fonction, comme beaucoup de juges, mais c'est un vrai juge. Et Jésus ne récuse pas l'autorité de Pilate. Il la consacre, au contraire. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut.
le pouvoir que tu as et que je consacre. À ce moment-là, le pouvoir du juge est consacré. Le plus mauvais juge, le modèle des juges, si on peut dire, enfin le modèle des mauvais juges, quoi. Bon, Pilate, eh bien, il est consacré à ce moment-là dans son autorité supérieure, qui est celle de César, bien sûr, d'abord. Puisque Pilate tire son autorité de César, puisque c'est par peur de César, ou de ce qu'on dirait à César qui va faire son ignominie. Mais en même temps, au-dessus de César, elle est de Dieu. Et ce qui n'était pas conscient chez Pilate est devenu aujourd'hui, par l'histoire chez nous, de façon extraordinairement forte, la règle que nous connaissons tous, car le caractère sacré de la justice, même quand elle est complètement laïque, il est toujours là. La liturgie judiciaire a moins bougé que la liturgie ecclésiastique. Une de mes toutes proches me disait, en voyant enfiler ma robe en allant au tribunal, « Ah ben vous avez gardé la soutane ». J'ai dit « Oui. Nous avons gardé, en tout cas, nous n'avons pas imaginé de l'enlever pour les fonctions. La liturgie, vous savez, vous entrez, coup de sonnette, la cour, coup de sonnette, le tribunal. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bon. Et toutes ces choses qui sont nécessaires, absolues, mais qui font qu'il y a une sorte d'espace sacré où personne n'ose pénétrer, sauf quand on dit « Monsieur, avancez-vous ». Debout, enlevez s'il vous plaît les mains des poches. Bon. Le petit juge le plus gauche, le plus rouge, le plus... Monsieur, enlevez les mains des poches et regardez-moi en face et puis tenez-vous bien. Bon, ce qui est normal d'ailleurs, sinon. Et donc, il y a une véritable sacralisation naturelle, si on peut dire, de cette institution, qui détonne complètement par rapport au président normal, par rapport au débat à l'Assemblée nationale, par rapport à l'immense dérive, alors pour le coup, de toute la fonction politique, elle n'est plus dans le coup. De même que vous avez une magnifique liturgie militaire qui n'a pas changé, à genoux les hommes, debout les officiers, tout. Alors vous avez ces fonctions régaliennes qui sont restées et qui ont gardé, et qui ne peuvent pas ne pas garder leur caractère sacré, leur caractère qui impressionne, leur autorité qui dépasse, parce que c'est l'autorité qu'un homme a sur un autre homme. Et pour qu'un homme ait de l'autorité sur un autre homme, il faut qu'il la tienne de quelqu'un d'autre, qui a autorité sur tous les hommes et qui ne peut être que Dieu. Et cette réalité-là, elle ne peut pas disparaître, et elle ne disparaît pas. Donc ce qui fait qu'il y a un socle qui est irréductible et qui fait que ça continuera, de même que la méthode du procès, où il y en a un qui dit tout ce qu'on peut dire pour et l'autre qui dit tout ce qu'on peut dire contre, est la seule méthode que l'on ait trouvée pour arriver à dégager une vérité judiciaire, et que cette méthode-là, elle est tellement ancrée, j'ose pas, j'emploie des formules qui sont absurdes, dans nos gènes intellectuels, si ça existe, enfin, dans notre gène, elle peut pas changer. Donc le socle, de même que le socle du peuple de France, globalement, ne change pas et ne changera pas. Mais la tête, qui est en matière judiciaire encore plus nécessaire peut-être que dans toutes les autres, parce que, comme disait le chancelier d'Aguesseau à ses juges, vous savez que derrière le bureau de Mme Taubira, là, derrière elle, il y a l'immense portrait en pied du chancelier d'Aguesseau. Ça vous fait un coup, quoi. Mais enfin, c'est comme ça. Et donc, vous n'avez pas besoin de discours pour voir la dérive de la justice. Voilà, c'est tout. Bon, et le chancelier d'Aguesseau disait à ces juges du Parlement de Paris, « Messieurs, vous êtes les dieux de la terre. » Et il énumérait toutes les causes qui étaient passées dans l'année devant le Parlement de Paris. Les ducs, les princes, les rois, dont pour certaines affaires privées ou certaines affaires du domaine, pour certaines affaires matrimoniales, pour certaines affaires de succession, pour certaines affaires de testament, étaient passées, et le Parlement souverain, trop souverain, catastrophiquement souverain par moments, mais le Parlement avait jugé, vous êtes les dieux de la terre, messieurs. Et ils le sont. Et ces dieux de la terre, il faut qu'ils soient rattachés à quelqu'un qui est, au nom de Dieu, leur autorité supérieure. Sinon, il n'y a plus aucune sécurité pour personne.
sauf celle d'une routine qui fait qu'on ne va pas trop loin. Heureusement que M. Badinter a supprimé la peine de mort. Heureusement. Comme disait mon ami Jean Ferré, les gens de droite, mes amis, sont pour le rétablissement de la peine de mort, mais ils ne voient pas que si on la rétablit, ça serait pour eux, tout de suite. Donc calmons-nous. Attendons que l'ordre soit bien revenu, mais commençons pas par là. Bon, j'entendais tout à l'heure le professeur Rouvillois dire qu'il faut un État fort, et je pensais, avec l'esprit de contradiction qu'ont toujours les avocats, à cette formule de saint Thomas, quand les dirigeants sont mauvais, il vaut mieux qu'ils soient faibles. Et donc, là, aujourd'hui, on est gâtés. Hein. Bon. Mais pour les juges, et j'ai terminé, et pour les juges, ils n'ont qu'une nécessité, une seule, qui est inscrite dans les locaux où ils sont. La Cour de cassation. Quand vous allez à la Cour de cassation, au Palais de justice de Paris, qui est le Palais des Rois, le Louvre, vous avez quitté l'allée qui va à la Sainte-Chapelle, où on allait se recueillir avant d'aller, au temps où elle était ouverte, avant d'aller implorer une remise à un président terrible. Vous dites, tiens, on va aller se recueillir à la Sainte-Chapelle. Et vous traversez cette allée, et vous arrivez à l'allée de la Cour de cassation, et l'allée de la Cour de cassation, elle s'appelle la Galerie Saint-Louis. Et vous avez à l'entrée un Saint-Louis polychrome, qui n'est pas une œuvre d'art extraordinaire, mais qui est quand même Saint-Louis polychrome. Les générations successives de présidents de cours de cassation ont imaginé d'installer d'autres symboles qui sont en général un peu en forme de triangle ou de pyramide. Mais régulièrement, celui qui arrive et qui a une affection tout à fait particulière pour les triangles, pour les points présentés en 3, enfin, mais installe ce symbole. Mais heureusement, il l'installe de façon un peu provisoire, un peu comme la pyramide du Louvre, dont on se dit en passant, ouais, enfin, de toutes les façons, à démonter, ça sera vite fait. Eh bien, là, c'est à peu près arrive un second qui arrive derrière, et qui est arrivé pas par ce canal, et qui en a lourd sur la patate, parce que ce canal, précisément, l'a empêché d'arriver plus tôt. Alors, il enlève tout. Bon. Alors, à force d'enlever et de remettre et de réenlever, finalement, il n'y en a qu'un qui demeure, c'est Saint-Louis. Et donc, ils sont obligés de passer par là. Et il suffirait, là j'ai fini, il suffirait qu'un successeur de Saint-Louis, un descendant de Saint-Louis, existe en vrai au sommet de l'État pour que de la Cour de cassation au dernier petit juge, on respire tranquillement. On retrouve un modèle et que ce qu'on fait difficilement, inconsciemment, par routine ou par grand effort intellectuel, voire par héroïsme, on le fasse comme il faut le faire, c'est-à-dire naturellement et aisément. Et même, puisque nous sommes en France, gaiement, ce qui n'arrive plus beaucoup, sauf ici. J'ai fini.